Bienvenue sur le podcast pour apprendre à apprendre une langue. J'adore interviewer des spécialistes, des polyglottes, des personnes bilingues, des personnes en fait qui ont réussi à apprendre une langue et même souvent plusieurs. Donc on sait que la méthode universelle n'existe pas, mais avec toutes ces interviews, on va pouvoir remarquer des points communs, s'enrichir de leurs expériences pour améliorer notre propre apprentissage. Pour ce 7e podcast, j'ai échangé avec Simon Agé. Donc Simon est un polyglotte capable d'avoir une conversation dans 15 langues. Donc je lui ai dit que nous déjà, si on arrivait à apprendre une seule langue, ça serait déjà bien. Et je lui ai demandé du coup, quand il commençait à apprendre une nouvelle langue, voilà, par quoi il commence. On a parlé de la mémorisation aussi, des mots, des phrases. Je lui ai demandé à quel moment il commence à s'intéresser à la grammaire. On a aussi parlé des avantages et des inconvénients de entre faire ses flashcards à la main ou avec une application. Voilà, on a abordé plein de sujets comme ça, vraiment des questions pratiques qui pourront vous aider à trouver votre propre méthode d'apprentissage. Je laisse place à ma conversation avec Simon Agé. Bonjour Simon. Bonjour. Je suis contente de vous inviter sur le podcast aujourd'hui. J'aimerais que vous partagiez avec les auditeurs votre expérience sur les langues, toutes les langues que vous avez apprises. Ah bon? Bon, où je vais commencer? Je suis anglais. J'ai grandi en Angleterre et j'ai parlé que d'anglais jusqu'à l'âge de 11 ans. À l'école secondaire, j'ai commencé à apprendre des langues étrangères avec le français. J'ai appris pendant 7 ans, jusqu'à l'âge de 18 ans. Et puis, de l'âge de 12 ans jusqu'à 18 ans, j'ai appris l'allemand aussi. C'était d'autres langues qu'on a enseignées dans l'école. Oui. Mais c'était pas votre choix, c'était l'école en fait qui vous demandait d'apprendre ou c'est vous qui aviez envie d'apprendre? Oh, j'ai choisi apprendre l'allemand, effectivement, mon choix. D'accord. Le français n'était pas un choix. C'était obligatoire pendant 3 ans, et puis on pouvait choisir de continuer. D'accord. Et est-ce que vous avez remarqué une différence entre la langue, entre l'allemand que vous aviez choisi et le français qui était obligatoire? Est-ce que ça a changé quelque chose, le fait d'avoir envie ou d'être obligé? Peut-être, oui. Bon, moi, j'avais beaucoup d'intérêt dans les langues de commencement. Mais pour les autres élèves, peut-être c'était un peu différent. Si on avait envie d'apprendre l'allemand, on peut le choisir. Mais dans la classe, au début, il y avait, je pense, 30 élèves. Mais après, combien des années 4 ans, oui, on a fait les examens en Angleterre, au Royaume-Uni. On fait des examens à l'âge de 16 ans. À cette époque, ils s'appelaient les O-level, les niveaux ordinaires. D'accord. Et les élèves peuvent laisser l'école après faire ces examens. Donc l'anglais c'était votre langue maternelle, vous avez appris le français et l'allemand à l'école, et puis ensuite, quelle autre langue vous avez appris? Oui, après finir l'école, j'ai travaillé pendant une année avant d'aller à l'université, et j'avais l'envie de apprendre français ou allemand ou des autres langues européennes à l'université. Et j'ai décidé pendant cette année que je veux travailler en étranger. Et j'ai travaillé en France pendant 3 mois chez des fermes au sud de la France. Et ça a aidé beaucoup avec mon français, parce que pendant ces 3 mois, j'ai parlé que de français et un peu de l'espagnol, parce que les fermiers étaient près de la frontière de l'Espagne. Ils ont parlé aussi espagnol. Et
Occitan, je pense, au Languedoc, un des fermiers, mais j'ai pas appris à cette époque. Et aussi, j'ai travaillé à Jersey, un des îles dans la Manche, où j'ai travaillé dans un hôtel, il y avait beaucoup des visiteurs de la France qui parlaient français, et j'avais beaucoup de collègues qui parlaient portugais. Ils étaient de Portugal et de Madeira, spécialement, et j'ai appris un petit peu de portugais. Donc avant d'aller à l'université, vous avez voulu travailler pendant un an pour vraiment pouvoir parler avec les gens dans différentes langues. Et c'est la vraie vie, oui, quoi. Oui, c'est pas les... C'était un de mes intentions. Et aussi avoir un peu d'expérience de la vie dehors de l'académie. Et aussi de gagner un peu d'argent. Voyager et tout ça. Et puis... Allez-y. À l'université, j'ai étudié le chinois et le japonais. Ah oui. Oui, donc vous êtes vraiment passionné par les langues. Oui. Alors, j'avais envie d'apprendre le chinois, mais quand j'ai fait une application à l'université, on m'a dit on fait un nouveau cours de chinois et japonais. Est-ce que tu veux le faire? J'ai dit oui, pourquoi pas. Et donc, c'était à l'université de Leeds, en Angleterre. Et pendant la deuxième année, je suis allé à Taïwan pendant 4 mois, 5 mois, oui. 4 mois d'études et puis un mois de vacances. Et puis au Japon pour 4 mois aussi. Et puis j'ai voyagé un peu en Chine. Et après cette année, j'ai parlé assez bien le mandarin et le japonais. Et un petit peu de cantonais. D'accord. Donc vous avez toujours appris la langue avant d'arriver dans le pays? C'est un conseil que vous donnez aux auditeurs, ça, quand même d'apprendre avant d'arriver dans le pays? Oui. Normalement, quand je vais en étranger, avant d'aller, j'apprends un peu les langues que je vais qu'on parle dans les pays où je vais visiter. Oui. Si je ne les parle pas encore. Oui, parce que du coup, là, vous parlez... combien de langues vous êtes capable de parler, là, aujourd'hui? J'ai étudié plus que 30 langues, mais je peux avoir des conversations au moins dans peut-être 15, 16, je ne sais pas exactement. Oui, donc c'est énorme. Alors, les auditeurs du podcast, je pense que leur but, c'est déjà d'en apprendre au moins une. Quand vous commencez avec une nouvelle langue, quand vous êtes vraiment débutant, par quoi vous commencez? Alors, ça dépend de la langue. Qu'est-ce que je veux faire avec la langue? Si je vais visiter un pays où on le parle, je commence avec des phrases de base, des salutations, des phrases utiles comme ça. J'utilise des apps comme Duolingo, Memrise, et des vidéos sur YouTube, des cours en ligne. Et j'ai beaucoup de cours en papier aussi. Je les utilise encore. Mais normalement, ces jours, j'utilise des apps. Chaque jour, j'étudie un peu en ce moment, suédois, danois, tchèque et russe. Ouais. Ce sont les langues que j'apprends en ce moment. D'accord. Donc là, vous avez donné l'exemple, si vous voulez voyager, dans quel autre cas de figure vous pourriez avoir envie d'apprendre une langue? Ouais, peut-être si vous avez des amis ou des familles qui parlent une autre langue. Par exemple, la femme de mon frère, elle est russe. Et ça, c'est une des raisons pourquoi j'apprends le russe. Parce que elle parle très bien l'anglais et aussi le français.
mais ces familles ne parlent pas beaucoup d'anglais. So, si je veux les visiter à Moscou, ils habitent à Moscou, il me faut apprendre le russe. Ça c'est un bon motif pour apprendre une autre langue. Et vous n'allez pas vous y prendre de la même façon, par exemple pour le russe, que si vous voulez voyager dans un autre pays, ça va être quoi la différence quand vous débutez? Non, je pense que c'est presque le même. Si on veut parler avec les autres, mais si c'est des amis, des familles, peut-être on va parler à des autres choses, des choses domestiques, des choses des enfants, je sais pas exactement, mais peut-être le vocabulaire est un peu différent. D'accord. Et donc, quand vous commencez avec une nouvelle langue, concrètement, comment vous vous y prenez pour apprendre justement ce nouveau vocabulaire? Quand j'ai dit, j'utilise des apps comme Duolingo, ça aide beaucoup avec apprendre le vocabulaire. C'est pas très bien pour apprendre à faire une conversation, parce que on apprend à écouter et écrire et on peut faire des petites conversations soi-même, mais si on n'a pas quelqu'un avec lequel on peut pratiquer, on peut faire des répétitions, c'est difficile de devenir couramment dans une langue. Si je veux faire ça, je cherche quelqu'un avec lequel je peux faire des conversations en ligne, en face à face. Ça, vous le faites régulièrement quand vous apprenez une nouvelle langue, avoir une conversation en ligne ou en face à face? Ça dépend. En ce moment, je le fais de temps en temps, pas souvent, mais je vais à des conférences polyglottes, où je peux rencontrer des gens de plusieurs pays qui parlent plusieurs langues et dans ces événements où je peux pratiquer mes langues. Et ça aide beaucoup. D'accord. Et à quel moment vous commencez à vous intéresser à la grammaire? Est-ce que vous attendez d'avoir déjà un petit peu travaillé avec les applications, ou est-ce que vous essayez de prendre un bouquin de grammaire et de faire des exercices? Je n'aime pas trop des livres de grammaire. Je m'intéresse pour la grammaire, mais je le trouve difficile à prendre d'un livre. Je pense que c'est meilleur beaucoup lire et écouter et regarder des films et écouter des podcasts et tout ça. Et on fait ça, on peut écouter beaucoup des exemples des structures différentes. Et puis, après ça, on veut apprendre la grammaire avec un livre de grammaire, c'est plus facile parce que beaucoup des structures sont déjà familières. On a déjà les écouter ou lire ou rencontrer. Oui, donc en fait, c'est quand au bout de quelques semaines ou quelques mois, si par exemple on est bloqué sur quelque chose, on peut aller chercher dans le livre de grammaire, ah mince, quand est-ce que j'utilise since ou quand est-ce que j'utilise for? Alors, les Français, on confond toujours parce que y a qu'un mot, nous, c'est depuis. Mais voilà. Mais c'est aller chercher l'information quand on en a besoin. Oui, exactement. Ça c'est une bonne façon de le faire. Et avec les langues slaviques, la grammaire est assez compliquée, beaucoup plus compliquée que le français ou l'espagnol ou l'allemand. Et donc, je pense que c'est peut-être plus important de chercher des explications de la grammaire, peut-être plus
plus tôt qu'avec les autres langues. Avec les langues européennes, un peu, je ne sais pas comment dire, mais oui, européennes, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le français, en écoutant déjà, on va réussir à repérer différentes structures, c'est ça? Exactement. Mais avec les langues slaviques, c'est un peu plus difficile parce qu'il y a plusieurs cases. En tchèque, par exemple, il y a 7 cases différentes des noms. Ah oui. Et il y a 3, comment on dit, le masculin, féminin et neutre, comme en allemand. Oui, le genre. Genre, oui. Et il y a beaucoup des formes différentes des mots. Et c'est souvent difficile à deviner quelle forme il faut utiliser. D'accord. Et quand vous avez appris le chinois, le japonais, enfin les langues qui n'ont pas les mêmes lettres que nous, comment vous avez fait? Du coup, ça doit être complètement différent. Ouais. Avec le chinois, pendant mon première année à l'université, on m'a donné une grande boîte des cartes, des caractères. Sur chaque carte, il y avait un grand caractère et autre face, il y avait prononciation et les sens du caractère. Et puis, j'ai les utilisés pour apprendre les caractères les plus communs, comme ça. Et puis, quand j'ai les appris, je les ai écrits plusieurs fois, je les tirés sur le mur. Ah oui. Et donc, les murs étaient pleins de caractères. Et maintenant, c'est plus facile avec des apps. Il y a beaucoup des ressources pour apprendre l'écriture de chinois et japonais. Mais à cette époque, quand j'ai appris, il n'y avait pas. On n'avait que le papier, les dictionnaires. Oui. Et quand vous commencez à apprendre une nouvelle langue, combien de temps il vous faut pour réussir à parler comme le français, là, par exemple, et aussi combien de temps vous y consacrez chaque jour, parce que ça dépend de ça, évidemment. Oh, ça dépend aussi de la langue. Si je parle déjà une langue dans la même famille, c'est plus vite. C'est une langue complètement nouvelle pour moi, c'est plus difficile. Par exemple, le suédois et le danois sont assez proches à l'anglais et à l'allemand. Il y a beaucoup des mots, je connais déjà, ou je peux deviner. Et ça, c'est beaucoup plus facile que le russe et le tchèque, où les mots sont plus différents. Et alors, il faut quand même, et souvent on entend, vous pourrez apprendre à parler espagnol en 3 mois ou en 6 mois. Et j'ai l'impression que, même si on y consacre 1 heure par jour, il faut quand même au moins un an et demi pour réussir à parler une langue. Oui, peut-être. Oui, si on étudie chaque jour, on fait beaucoup de répétitions, on écoute beaucoup, on lit, on voit des films, on regarde la télé, tout ça. Et la langue est devenue une partie de la vie. On peut apprendre assez vite. Mais pour devenir couramment, pour faire des conversations assez couramment dans une langue, je pense qu'il faut vécu dans un autre pays ou dans une région où on parle de langue, quelques mois peut-être. Vous pensez qu'on ne peut pas apprendre que tout seul, en autodidacte, dans notre pays d'origine? Ah oui, on peut apprendre beaucoup comme ça, mais pour être confiant, pour avoir de confiance, pour comprendre beaucoup,
je pense que c'est peut-être plus efficace si on habite à l'étranger ou dans une région où on parle la langue qu'on apprend. Oui. Oui, on peut déjà beaucoup apprendre chez soi, mais si on vit dans le pays quelques mois, ça va augmenter vraiment la vitesse d'apprentissage. Oui, exactement. Moi, par exemple, j'habite au Pays de Galles, je parle de gallois, et j'ai appris avant de venir au Pays de Galles. J'ai habité ici depuis 12 ans maintenant, et j'ai appris le gallois quand j'ai habité en Angleterre. Et j'ai fait des cours 2 semaines au Pays de Galles, pendant lesquels j'ai parlé que de gallois. Avant d'aller faire ce cours, j'avais pas de confiance de le parler, mais après 2 semaines, j'avais beaucoup de confiance. Je parlais pas parfait, mais ça m'a aidé beaucoup. Et puis le lendemain année, the next year. L'année suivante. L'année suivante, j'ai fait encore un cours d'1 semaine de gallois. Et ça m'a aidé aussi. Et j'ai appris le dialecte du nord du Pays de Galles, où j'habite maintenant. Et ça c'est très différent que le dialecte du sud, ou les dialectes du sud. Oui, donc le fait d'être dans le pays, on va rencontrer beaucoup plus de situations, voilà, de la vraie vie. Mais ce que vous avez dit, c'est que même si on apprend chez soi, on peut augmenter le temps d'apprentissage en regardant notre série en anglais, par exemple, si on veut apprendre l'anglais. On peut regarder notre série, changer nos habitudes pour entendre plus d'anglais dans la journée, c'est ça? Oui, ça aide beaucoup. Oui. Et si on trouve des séries, des podcasts, des livres, n'importe quoi, que t'intéresse beaucoup, ça aide. Oui, si on est intéressé par le sujet, on aura envie de comprendre. Voilà. Ou si on aime regarder le sport, peut-être il y a une équipe dans un autre pays qu'on peut suivre. Oui. C'est ça. Je pense que c'est aussi bien si on apprend une langue parce que, par exemple, on a envie de parler à quelqu'un de notre famille, ça peut être bien de prendre le temps de voir qu'est-ce qu'on aime, voilà, quel sujet nous intéresse pour... Voilà. Moi, par exemple, ce qui m'intéresse, c'est l'apprentissage, le fonctionnement du cerveau, Montessori, tout ça. Et en fait, l'anglais me permet d'accéder à des ressources qui n'existent pas en français, en fait. Oui, exactement. Voilà. Oui. Et est-ce qu'au début, quand vous apprenez une nouvelle langue, vous faites très attention, vous prenez du temps pour essayer d'entendre les sons qui n'existent pas dans votre langue maternelle? Oui, je pense que ça, c'est très important. Dans beaucoup d'écoles, la section où on apprend la prononciation n'est pas très détaillée, normalement, et c'est difficile, si les sons n'existent pas dans ta langue maternelle, de les écouter et de les prononcer. Et donc, j'ai fait des études linguistiques aussi, et ça m'a aidé beaucoup avec apprendre les langues, surtout les études de phonétique et phonologie. Je comprends comment on fait les langues, on fait des sons. Où il faut mettre la langue et les lèvres et tout ça. Et peut-être c'est difficile d'écouter les différences entre les sons qui n'existent pas dans ta langue maternelle, mais si on comprend comment on prononce les sons, ça aide beaucoup. J'ai fait rire mon amie australienne tout à l'heure parce que je lui disais que j'étais en train de lire sur ma terrasse et j'ai dit my Porsche et du coup elle a cru que j'étais dans une Porsche, la voiture, parce que c'était Porsche. Je me rappelais plus que le CH il fallait faire tch. Oui, et aussi c'est pas seulement des sons individuels qui sont importants,
mais quand on les met ensemble et quand on prononce des mots et des phrases entières, la mélodie de la mélodie de la langue. Oui, mais au tout départ, il faut quand même s'intéresser au son, après aux mots et après aux phrases, à la mélodie de la phrase, c'est ça? Oui, exactement. Et quand j'écoute les leçons et des autres choses dans les langues que j'apprends, j'essaie à répéter exactement comme les choses que j'écoute. Oui. Dans la même façon, de parler dans la même façon. Oui, vous imitez la personne, vous mettez sur pause pour avoir le temps d'imiter la personne. Oui, exactement, oui. Oui, et un bon exercice pour ça est aussi d'écouter les gens. Par exemple, si on apprend le français, si on écoute des Français parler en anglais, si on est anglais, et puis on peut comprendre les sons de français, des accents que les Français utilisent en anglais. J'ai trouvé une vidéo d'un polyglotte qui a fait une vidéo un peu technique, mais qui compare les sons entre le français et l'anglais. Et je pense que d'avoir cette connaissance-là, ça peut vraiment aider après pour quand on parle. Oui, exactement. Et je parle aussi l'irlandais. Et quand je le parle, j'essaie à parler anglais avec un accent irlandais au début, et puis j'utilise le même accent en irlandais, et ça marche bien. J'ai pas beaucoup voyagé, mais le seul pays où je suis allée, c'est l'Irlande. Et j'avais beaucoup de mal, mon niveau d'anglais n'est pas encore très bon, et du coup surtout que c'était en 2017, là maintenant ça va mieux, mais en 2017 c'était vraiment dur et j'avais beaucoup de mal à les comprendre. Oui, c'est différent si on n'a pas l'habitude d'écouter. C'est la même chose dans les autres régions du Royaume-Uni, en Écosse, au Pays de Galles, au nord de l'Angleterre. Il y a des accents régionaux. Oui. Que je trouve difficile à comprendre, surtout à Newcastle, au nord-est de l'Angleterre. Moi, je suis plus habituée à l'accent américain à cause des séries télé et de... Oui, exactement. Oui. Et j'aurais voulu vous poser comme dernière question sur le vocabulaire, parce que j'essaye d'utiliser les flashcards. Et moi, j'aimais bien le fait de les écrire à la main. J'avais pas très envie d'utiliser une application. J'avais envie voilà, j'ai ma jolie boîte, découper mes jolis papiers. Je trouve que c'est agréable à faire à la main. Et en fait, je commence à me rendre compte que j'aimerais avoir votre avis sur les avantages et les inconvénients entre le fait de faire ces flashcards à la main et le fait de les faire avec une application. Oui, je pense les deux méthodes ont des avantages et des désavantages. Si on les fait avec une application, on peut faire des répétitions plus facilement. On sait quand il faut faire des répétitions et combien de faire. Et il y a des outils qui peuvent t'aider à... Space repetition. Space repetition, la répétition espacée. Oui, exactement. Voilà. Oui, exactement. Mais avec les papiers, il faut faire soi-même. Oui. Il faut penser, j'ai pas étudié ces mots, et maintenant il faut encore répéter. Mais c'est possible avec un petit calendrier, c'est possible de noter pour se rappeler. Oui, on peut le faire. Oui. Et les avantages de le faire à la main, parce qu'on entend souvent le fait que écrire, c'est pas la même chose que de taper à l'ordinateur. On retient plus quand on écrit que quand on tape au clavier. Donc c'est peut-être un avantage aussi. Oui, je pense, oui, ça c'est vrai. Oui. J'ai fait ça quand j'ai appris à écrire le japonais et le chinois. Ça m'a aidé beaucoup. Mais maintenant,
je le fais très rarement. Et il y a beaucoup de caractères que je peux reconnaître, mais j'ai oublié comment on écrit. On les écrit. Oui, parce que vous aviez besoin de parler, mais vous n'avez pas besoin d'écrire au quotidien. Oui, exactement. Et je peux taper, parce que quand on tape en chinois ou japonais, on tape avec les lettres latines, et puis l'ordinateur ou le portable les change dans les caractères. Ah oui, je savais pas. Oui. D'accord. Et les inconvénients, alors, par rapport aux flashcards, à la main ou à l'ordinateur? Les inconvénients, ouais. S'ils sont à la main, ouais, on a besoin de plus de temps pour les préparer. Sur l'ordinateur, c'est déjà fait. Et aussi, on les fait soi-même, même si c'est papier ou dans l'ordinateur. Peut-être ça aide à des souvenirs. Oui, parce que je pense que quand on ressent une émotion, si par exemple j'écris épiphanie, ma copine australienne avait utilisé le mot épiphanie, une révélation en français. Et ce mot-là, je l'avais jamais entendu moi en anglais, épiphanie. Et donc du coup, le fait quand je l'ai écrit sur ma petite flashcard, bah après quand je relis ce mot, je me rappelle de quand elle me l'avait dit, je me rappelle à quel moment elle me l'avait dit. J'avais ressenti une émotion ce jour-là. Et donc, je crois que c'est plus facile quand il y a une émotion qui est connectée. Oui, sûrement. Oui. Et ça aide beaucoup. Parce que si c'est l'application qui choisit le mot, peut-être que c'est un mot qui m'intéresse pas ou que je relis pas avec quelque chose que j'ai déjà vécu. Oui, exactement. Oui, pour moi, quand j'apprends un nouveau mot, si c'est très différent, je ne peux pas trouver un mot similaire en anglais ou dans une autre langue que je parle. Je cherche l'étymologie du mot. Surtout les grands mots, les longs mots de russe, par exemple. Je cherche le racine. D'où vient ce mot? Et j'apprends des mots pareil, qui vient de ma même racine. Et puis j'écris un blog post au sujet de ces mots que j'ai trouvés. Et ça m'aide beaucoup à les apprendre. D'accord. Eh ben merci beaucoup Simon pour cet échange. Où est-ce que les auditeurs peuvent te trouver s'ils veulent voir? Tu as un blog? Oui, bien sûr. J'ai un site web qui s'appelle Omniglot. omniglot.com. Et j'ai un blog aussi, et un podcast, et une channel. Une chaîne YouTube? Chaîne YouTube, oui, mais il n'y a pas beaucoup de vidéos. D'accord. Là. Et sur le podcast, tu fais des interviews ou tu parles tout seul? Normalement, je parle tout seul, mais de temps en temps, je fais des interviews aussi. D'accord. Et ton podcast est en quelle langue alors? C'est en anglais, mais quand je parle des autres langues, par exemple, j'ai fait un podcast au sujet de gallois, et puis j'ai parlé un peu de gallois, on fait ça. Pour donner des exemples. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Simon. Et bonne continuation. Si vous avez écouté le podcast jusqu'au bout, c'est que voilà, vous êtes à la recherche d'outils, de conseils pour pouvoir apprendre une langue. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les questions que vous aimeriez que je pose aux prochaines personnes. Et voilà, j'ai besoin de vos retours pour pouvoir vraiment m'adapter à vos besoins. Et sans vos retours, ça va être plus difficile. Donc, je compte sur vous pour me dire de quoi vous avez besoin dans les commentaires. Et pour soutenir le podcast, n'oubliez pas de laisser aussi un petit commentaire, voilà, pour dire si ça vous plaît,
en plus des questions, voilà, j'aimerais bien savoir si ce format vous plaît et voilà, quelles sont vos attentes, encore une fois. Et si c'est avec Apple Podcast, voilà, n'oubliez pas de cliquer sur les 5 étoiles pour donner de la visibilité au podcast. Je vous remercie et je vous dis à lundi prochain.